On commence fort, on commence fort. Bonjour à tous. Voilà. Avec le son, ça marche mieux. On est super content de vous retrouver aujourd'hui avec Anthony. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Salut Benoît, bah, très bien et toi? Enfin très bien, façon de Très parler, bien, hein, dis-nous tout. voilà. Ah bah, un petit covid, qui est passé par là donc voilà, je suis sur la fin, mais je tenais à être ici avec, tout le monde, avec toi et puis avec, bah, vous tous, pour pouvoir, aborder ce premier live ensemble. Eh ben merci parce que vous le savez pas, mais c'était le fil rouge de toute la semaine. On se demandait si Anthony serait en état d'être là vendredi ou pas. Il est shooté, il est reboosté, il va tout donner. C'est parfait. On va essayer, ouais. Alors, hem on va parler de QSE aujourd'hui. C'est le premier live qu'on fait. Ça, je vais le dire tout de suite. Autant on a l'habitude des visios, autant on sait de quoi on va parler, c'est notre premier live. Il y aura des petits bugs, il y aura des petits trucs. Il y en a eu un dès le début, donc ça, c'est bien, c'est fait. Donc voilà, ne nous en voulez pas, ça va être rigolo plus qu'autre chose. Et puis je vais vous montrer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, on va se présenter parce que je pense que vous nous suivez sur LinkedIn si vous êtes là, mais on va se présenter un petit peu quand même. On va attaquer après, on va répondre à des questions que vous nous avez posées. Pour être précis, on va répondre à 6 questions. On ne va pas répondre à toutes les questions qu'on a reçues, on en a choisi 6. Vous pouvez commenter, et je vois qu'il y a plein de commentaires qui sont en train d'arriver, donc c'est cool. Eh oui. Bonjour Mathieu, bonjour, Bonjour, salut Pauline, Jérémy. voilà, il y a du Salut monde qui arrive. Abdel. Abdel, on a travaillé ensemble il y a quelques années, ça fait super plaisir de te voir. Euh, Alors, il faut quand même qu'on vous dise, quand on s'est dit on va faire un live, on se dit, oh, il y aura sans doute des gens que ça va intéresser de nous écouter parler de qualité, de QSE. Mais en fait, vous êtes 300 à vous être inscrits. Et on ne pensait pas du tout qu'on atteindrait 300 personnes. Voilà, et ça va même en Guadeloupe. Voilà, Vanessa qui donne un bonjour de Guadeloupe. Voilà, Exactement. Amandine. Tiens, dites-nous d'ailleurs, le temps que tout le monde arrive, au fur et à mesure, où êtes-vous? D'où est-ce que vous nous écoutez? Nous, on est dans le froid en métropole, mais je suis sûr il y en a en Guadeloupe. Je suis sûr qu'il y a d'autres endroits assez exotiques d'ailleurs. Voilà, il y a pas mal de monde, hein. Bonjour Morgane, bonjour Gladys, bonjour Meriem, Alger. Ah, Alger, pas mal. Il fait Voilà, meilleur que chez nous. je pense, ouais. Ouais, ça arrive bien, il y a pas mal de monde, pas mal de commentaires. Toulouse, Lille, Sénégal, Paris dans le sud, Dijon, Ah, voilà, la Dijon. Drôme, Madagascar, Cameroun, voilà, Maroc, Marseille. Bon, il y a vraiment, vraiment du monde de partout là. On a plein de Donc monde. C'est super. super. Allez les J'essaie Verts, de voir, Francine. ouais. Voilà. Combien sommes-nous? Je cherche à voir combien nous sommes. Ah, c'est la découverte de l'outil de live. Ouais, c'est le temps qu'on démarre. Après, ça ira mieux. 70, ma foi. OK. Bah, écoute, pas mal. C'est un bon début. Allez, on va pas Voilà. perdre plus de temps. On va démarrer et on va commencer par se présenter. Je te laisse commencer, Anthony. OK, bah, bonjour tout le monde, donc moi c'est Anthony Delesse, donc je vois qu'il y en a certains qui me suivent, qui sont ici aussi, donc qui me connaissent un petit peu. Donc moi je suis consultant, auditeur et formateur en management intégré, donc en qualité, sécurité, environnement depuis maintenant 15 ans. Je suis aussi responsable qualité à temps partagé de 4 entreprises. J'interviens dans tout secteur d'activité. Là, en ce moment, je travaille pour des entreprises qui font de la météorologie, une entreprise qui fait de l'installation de bornes électriques, de recharge électrique de véhicules. Voilà, donc des régies de quartier, donc quelque chose qui a trait à l'insertion plus médico-sociale. Donc, je suis un peu généraliste et je suis aussi sur LinkedIn réellement. Alors, ça fait très longtemps que j'y suis, mais je m'y suis mis vraiment depuis mai. En même temps que toi, Benoît, je pense qu'on s'est chauffé tous les deux pour le C'est ça. faire. Ouais. Et bah, mon objectif, c'est quoi sur LinkedIn? C'est d'essayer de rendre un maximum la QSE accessible à toutes et tous. Voilà. Parfait. À toi, Benoît.
Oui, à mon tour donc Benoît Krigel, moi je fais de la qualité du QSE depuis une dizaine d'années, donc du conseil, de l'audit, de la formation de manière assez classique, et puis je cherche à exploiter le LinkedIn, les réseaux sociaux, proposer des solutions en ligne. Donc à part le conseil, je suis responsable qualité d'un master 2 en QSE, le master de Késis, et puis je vois qu'il y a quelques étudiants qui sont là, ça me fait super plaisir. Ils n'en ont pas assez avec mes cours, j'y donne des cours et en plus je m'occupe du système qualité, donc c'est bien, ça me fait, ouais, c'est chouette. Euh, voilà, globalement, je vais pas en dire plus, si ce n'est sur mon approche de la qualité. J'essaie de la rendre simple, agile et sexy, parce que je suis totalement convaincu que la qualité, ça fonctionne et on est performant quand l'être humain est impliqué dedans. Et c'est l'être humain qui fait la performance des démarches des systèmes de management. Mm. Et pour que l'être humain soit impliqué dedans, pour qu'il comprenne, pour que ce soit accessible, et ça doit être simple. Ça doit être agile et s'adapter à un contexte qui change beaucoup. Et puis, ça doit être sexy, ça doit donner envie. Ça marche mieux que la contrainte. C'est clair. Donc finalement, on se retrouve bien entre l'accessibilité, la simplicité et puis le côté sexy, on est d'accord tous les deux. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, hein, parce qu'on nous, on se connaît pas dans la vraie vie en fait, On s'est Benoît jamais et vu. moi. On s'est jamais vu, à part en visio plusieurs fois, hein, pour préparer le live, Ouais. mais bien avant aussi pour s'intégrer dans une ligue de consultants, donc essayer de travailler ensemble. Parce que quand on a commencé à échanger, on a vu que c'était une évidence, on partageait les mêmes principes, les mêmes valeurs sur ces aspects accompagnement et QSE. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à faire quelque chose ensemble. C'est la première, et j'espère pas la dernière. Voilà. Je pense, sans trop dévoiler de secrets, que c'est pas la dernière. Non. Après, on parlait d'utiliser le digital. Enfin voilà, avec Anthony, on s'envoie des messages toute la journée, tous les jours, mais physiquement, on s'est jamais rencontrés. C'est C'est ce ça. qui est assez rigolo. Un jour, un jour. Ouais. Allez, attaquons la qualité, le QSE. Donc, 6 questions. On commence avec la première. Existe-t-il des subventions étatiques ou régionales pour la mise en place des certifications ISO 9001, 14001, 45001, etc. Alors, la réponse est oui, mais c'est variable. C'est-à-dire que ça va dépendre des politiques gouvernementales, donc ça va varier d'un pays à l'autre. Ça va varier aussi en fonction des orientations que prennent les régions, donc ça va varier d'une région à l'autre. Pour donner des exemples concrets, pour les certifications en lien avec l'environnement, on trouve des choses sur le site de l'ADEME qui notamment subventionne et aide à la mise en place de démarches ISO 50001 pour le système de management de l'énergie, 14001 parfois aussi. Je vais vous mettre un lien dans le chat d'ailleurs pour un exemple de schéma qui fonctionne pour l'ISO 50001, qui ne fonctionne pas dans toutes les régions, mais qui fonctionne dans près d'une dizaine, je crois, et qui d'ailleurs qui est valable encore jusqu'à la fin de cette année. D'accord. Ouais, il y a pas mal d'aides, ouais. Il y a ce genre d'aide-là, donc que Benoît va vous mettre en commentaire. Après, vous pouvez vous rapprocher de BPI France, qui peut financer des projets. J'ai un client aujourd'hui qui souhaite mettre en place une démarche ISO 9001 et il y a une prise en charge, une subvention à hauteur de, je crois, 50%. Voilà, il y a aussi, mais je pense que tu allais venir dessus, Benoît, des chambres de commerce. Donc là, ça va se Ouais. situer plutôt au niveau régional. C'est vrai que les principales sources, en fait, pour trouver ce qui existe, ça va être les chambres de commerce et d'industrie, les CCI de votre région, BPI France, et puis le site de l'ADEME. Et puis j'ai envie de dire, Google est votre ami. À un moment, vous cherchez un truc précis, mettez-le dans Google et ça va vite ressortir. Pour sortir aussi un autre exemple, pas que dans l'énergie, il y a parfois des partenariats qui se mettent en place, comme par exemple dans la région Grand Est. Il y a un partenariat entre la région et puis le Mouvement français pour la qualité Alsace, et qui subventionne la mise en place de certifications. Alors ça peut être la 9001, 14001, 50001, 45001, MAS, c'est assez vaste. Un point qui est important à prendre en compte, c'est qu'il y a toujours des critères à respecter. C'est-à-dire que ça peut être des critères de taille d'entreprise, de nombre de salariés. Ça va être des critères sur le montant du financement, qui est généralement plafonné et qui ne va pas représenter le financement principal. C'est-à-dire que c'est une aide, mais on ne va pas vous financer à 100%. Mais on peut monter à 20, 30, 40, 50%.
D'ailleurs, en parlant d'aide, tu parles de région, mais on n'a pas dit d'où on venait en fait. Je Ah viens de oui, m'en c'est rendre vrai, compte. on sait d'où vous êtes, mais Ouais. alors où es-tu? Où es-tu, Anthony? Moi, je suis à Toulouse, justement. Voilà, donc je dis justement parce que j'ai vu certains commentaires où il y a des Toulousains parmi nous. Et toi? Eh bien, moi, je suis à Dijon, un peu plus Voilà. au nord que toi. Je suis pas originaire de Dijon, je suis originaire du nord de l'Alsace et de la Lorraine, près de l'Allemagne. Mais je suis à Dijon depuis une dizaine d'années. Voilà, d'où ta connaissance sur ce qui se passe au niveau du Grand Est. J'ai un lien avec le Grand Est. Voilà, ok. Alors, Ok, il y a Myriam qui nous demande si sur la certification Responsive Style, il y a quelque chose. Alors, très clairement, moi, je ne sais pas. en fait, Euh, le truc, c'est que c'est variable d'une région à l'autre, c'est variable d'un pays à l'autre, c'est variable dans le temps. C'est-à-dire que ce qui était vrai l'année dernière l'est peut-être plus aujourd'hui. Par exemple, ce que je vous ai mis en commentaire, l'aide pour l'ISO 50001, les demandes doivent arriver avant le 31 décembre. Alors, il y aura peut-être d'autres schémas en 2023. Donc oui, ça existe et ça se trouve. Par contre, vous donner des infos précises, hmm. il y a trop de possibilités. Je vous invite vraiment à vous rapprocher soit de BPI France, soit des chambres de commerce d'industrie, le site de l'ADEME ou Google. Au Google. Ok, on passe à la suivante. Passe à la suivante. Je te laisse la parole, Anthony. Alors, la question concerne les modalités de création d'une cartographie des processus, notamment avec le CODIR. C'était une question de Pauline, je crois, si je me souviens C'est ça. bien, qui demandait des questions pertinentes à poser, des outils de travail, quelques tips pour aborder ce sujet-là avec le comité de direction. Alors, en amont, je pense, alors je ne vais pas répondre qu'à Pauline, je vais répondre à tout le monde. Si vous avez à déterminer vos processus dans le cadre d'une démarche QSE ou qualité, là, moi, ce que je vous conseille en amont, c'est quand même de créer des cartographies, c'est-à-dire de vous renseigner au sein de votre entreprise, faire un état des lieux, connaître les activités de l'entreprise, les activités opérationnelles, essayer de les découper déjà en processus par vos soins, pour ensuite arriver à en codir avec des propositions, différentes propositions de cartographie avec plus ou moins de précision, un nombre plus ou moins important de processus. Puisque d'une entreprise à une autre, en fonction de la culture de votre entreprise, bah, vous aurez besoin de préciser énormément les choses ou justement d'être assez macroscopique dans la description d'une cartographie des processus. Alors dans la base, on le connaît, il y a 3 grandes catégories de processus. Il y a les processus opérationnels, donc c'est vraiment les activités qui font exister votre entreprise, qui sont génératrices de chiffre d'affaires, d'argent, de satisfaction client. Et puis après, vous avez les processus dits support, qui sont là pour supporter les activités opérationnelles. On peut penser à des outils comme le 5M qui peuvent vous aider à les déterminer, les méthodes, la main-d'œuvre, le milieu, donc tout ce qui est gestion des moyens, des équipements. Donc ça, on va retrouver ça en support. Et puis au niveau du management, c'est tout ce qui nous sert justement à piloter l'entreprise. C'est là où va se passer toute la prise de décision, l'écoute du contexte, l'orientation stratégique de l'entreprise, la politique. Et pour être sûr qu'on s'oriente bien, on met souvent un processus de management qui est le processus d'amélioration continue ou d'évaluation des performances, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est une carto assez simple que je suis en train de décrire. Mais en fonction de votre entreprise, peut-être qu'il faudra beaucoup plus de processus support, peut-être beaucoup plus de processus de management, ou moins. Et voilà, ça dépendra aussi de la sensibilité de vos dirigeants. Pour la petite histoire, je suis en plein accompagnement ISO 9001 chez un client aujourd'hui. Et dans cet accompagnement-là, j'ai dû proposer une description des processus au directeur général. Et je lui en ai fait 2 propositions. Une très précise et une très légère. Et avec le dirigeant, en discutant avec lui, on a fait le choix. On s'est mis d'accord sur une cartographie finale qui est représentative de ce qu'il veut bien porter, lui, en tant que dirigeant. Et je pense que c'est important aussi que quand vous montrez un peu cette cartographie au CODIR, aux membres du CODIR, il faut qu'ils puissent s'y retrouver facilement pour la porter au sein de l'entreprise et la porter au sein de leurs équipes. Donc, un tips pour moi en premier, c'est déjà de préparer des modèles. Donc, il y en a quelques-uns qu'on a mis à l'écran. Donc là, on a un exemple de cartographie super simple avec des processus de management en haut, piloter, améliorer, des processus de réalisation qu'on a préféré scinder en 2 avec toute la partie avant-vente-vente et ensuite la partie réalisation de la prestation ou du produit.
avec un processus support d'achat. Voilà. Alors, il y a des gens, des puristes qui diront que les achats, c'est au niveau opérationnel. Bon, peu importe. La cartographie, il n'y a pas de règle, du moment qu'elle est défendue par tous les membres de l'entreprise, notamment les membres du CODIR qui vont la porter. Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a eu un choix aussi, c'est de ne pas faire apparaître un processus support de gestion des compétences, par exemple, ce qui peut être surprenant. En fait, la gestion des compétences, on va l'intégrer dans le processus de pilotage général de l'entreprise aussi. Ça, c'est un choix. On s'est mis d'accord avec les dirigeants de l'entreprise et on a validé ça. Voilà. C'est super important que l'ensemble des membres du CODIR puissent être en accord avec cette cartographie parce que c'est un peu le haut de la pyramide d'un système de management. Benoît, tu vas ajouter des choses par rapport à ce que je dis? Ou je montre les deux? Non, je te laisse continuer, puis je te rajoute un petit complément à la fin. Ok. Donc là, voilà, là, c'est un autre exemple de cartographie. Donc là, on abandonne les termes un peu qualiticiens de processus management, réalisation, support. On affiche les grandes thématiques, les grandes activités de l'entreprise sous un format plutôt vertical. On va les retrouver, hein. Piloter la régie, améliorer en continu, on est vraiment sur du management. Gérer les moyens, on est plutôt sur du support. Et puis après, là, on a 3 activités opérationnelles différentes. Dans ce cas-là, c'est le cas d'une régie de quartier. Voilà, une régie qui fait de l'accompagnement de l'insertion de personnes pour les aider à trouver du travail, notamment. Voilà, donc c'est une carto plus simple. Puis après, on peut avoir une carto un peu plus exotique, quelque chose qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, où là, on a voulu représenter les trois grandes bulles, la réalisation opérationnelle des activités, le client et puis la direction. Et on se rend compte justement que quand on arrive à faire rejoindre ces 3 bulles, on est dans le processus de réalisation du contrat, donc le cœur de l'activité opérationnelle. Donc ça, c'est défendu par les membres du CODIR de cette entreprise et c'est quelque chose qui est porté à tous les niveaux ensuite. Voilà pour les 3 exemples de cartographie un peu différentes. Est-ce que je te laisse un peu en parler aussi, Benoît? Oui, moi ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut bien distinguer 2 choses. La première, c'est le découpage des processus de l'entreprise. Et la deuxième, c'est la cartographie en tant qu'outil de communication. Parce que la cartographie, son but, c'est surtout ça. C'est surtout de représenter, de modéliser le découpage qui a été fait au préalable, de manière à l'expliquer aux nouveaux arrivants, de manière à l'expliquer facilement, d'avoir vraiment un outil de communication. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de la faire la plus light, la plus légère, la plus simple possible. C'est une vision macro. Et par contre, le détail, on va le retrouver en zoomant dedans, dans la description des différents processus. Mais éviter surtout les cartographies surchargées, parce que le but, c'est de savoir se repérer, de savoir que ce collaborateur, il travaille à quel endroit, il interagit avec qui, où est-ce qu'il intervient dans la chaîne de création de valeur de l'entreprise. Et c'est vraiment ça qui est important, à mon sens, sur la cartographie. D'ailleurs, Michel... Peut-être un mot, Anthony, encore sur... Ouais, je vois qu'il y a Michel qui avait mis un commentaire pendant que je parlais, que tu as mis à l'écran. Je pense que c'est aussi important de bien définir les mots, les titres de chaque processus. Essayer de bien mettre un verbe à l'infinitif pour chaque processus pour montrer qu'il y a une action à l'intérieur de ce processus. Et essayer de différencier la notion de processus avec la notion de service. Quand on met en place une cartographie des processus, c'est pour transversaliser l'organisation. Et c'est pour montrer que grâce à la réalisation de ces grandes actions-là, qui couvrent plusieurs activités de services différents, on arrive à créer quelque chose. Donc, à créer de la valeur. Donc, c'est vraiment important d'avoir des processus qui soient, dans leur titre, différenciés des noms de vos services, pour pas qu'il y ait un amalgame par rapport à ça. Si vous faites le choix d'avoir une vraie approche processus. Encore une fois, on peut en discuter là-dessus. Parce que ça se discute. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, la vraie approche processus, c'est indépendant de l'organisation hiérarchique, c'est les flux de création de valeur sur le produit, les flux de création du produit, les flux logistiques. Par contre, dans la réalité, ça peut avoir du sens de se caler plutôt sur l'organisation par service. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus simple à manager. Parce que ça résout une des grosses questions qui est qui est pilote de processus? Quelle est la place hiérarchique d'un pilote de processus par rapport à un directeur de service? Et ces questions peuvent être vite complexes. Donc, on peut avoir un découpage de processus par service. C'est pas puriste, c'est pas la vraie approche processus. Néanmoins, ça fonctionne et ça peut être efficace aussi. Ça peut être une première étape, en tout cas.
Et quand on Oui. acquiert de la maturité, évoluer par une approche vraiment processus de création de valeur, Mm. mais le faire ensuite. On a une question, Anthony, dans le chat. Est-ce qu'il faut présenter les remote locations dans la cartographie? Moi, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'une cartographie, il faut que ça reste le plus simple possible. Si on commence à rentrer dans un niveau de détail visuel, on risque de perdre les gens. Je pense que ce genre d'information, elle doit apparaître à un niveau plus précis dans chaque processus, mais pas au niveau de la cartographie. On reste sur Voilà. cette logique de la cartographie est un outil de communication. C'est Oui. pas un outil de description détaillée du domaine d'application, du système, des processus. Non, c'est un outil de com. Mm. Et c'est après, c'est le niveau inférieur en fait, de détail qui va permettre de mieux préciser les choses. Je voulais rajouter une chose aussi, hein, un processus existera parce qu'il est là pour... déjà, il est nécessaire à l'entreprise, hein, mais aussi souvent, on décide de créer un processus quand il est associé à des enjeux de société. Si vous n'avez pas d'enjeu particulier, je vais prendre un exemple comme ça, RH, il n'est pas nécessaire de créer un processus de gestion des compétences ou des équipes. C'est un choix, encore une fois, d'entreprise. On n'est pas obligé de créer toutes les activités de l'entreprise comme étant des processus. Ce n'est pas une obligation non plus. Donc voilà, si la cartographie des processus n'intègre pas l'ensemble des services de votre entreprise, c'est pas grave, parce que chacun de ces services-là va quand même participer à un ou plusieurs processus. Voilà. C'est ça qui est important de retenir aussi. Donc, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que le processus est nécessaire parce qu'il est associé à des enjeux? Ou est-ce qu'on choisit aussi de créer un processus parce qu'on décide de le surveiller, de le piloter à l'aide d'indicateurs, de plans d'action? On veut y associer un pilote de processus. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser aussi. Parce que dès qu'on choisit de créer un processus, ça veut dire que derrière, on choisit de le décrire, de le piloter, et tout ce qui va avec. Donc, un travail important. Très bien. Pauline nous remercie. C'est Pauline qui avait posé la question. Donc, on a bien répondu. Merci, Pauline. On va passer à la question suivante. Ouais. Qui porte sur les outils digitaux. Cette question, est-ce que vous utilisez un logiciel QSE ou plutôt Excel pour gérer la documentation ou autre? Alors, ce que je vous propose, je vais vous répondre, et pendant que je réponds, mettez-moi en commentaire les outils que vous utilisez, vous. Est-ce que vous utilisez un logiciel? Est-ce que c'est plutôt un développement interne, une solution maison? Est-ce que vous êtes sur Excel? Et on va voir, on va voir un petit peu ce qui ressort. Pendant que vous répondez dans le chat, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut le faire avec Excel? Oui, on peut le faire avec Excel. Tant que ça reste un nombre raisonnable de documents, tant qu'on arrive à le gérer à la main, oui, on peut le faire. Le danger avec Excel, c'est que c'est tout à la main. Ça veut dire qu'il faut être organisé, qu'il faut être systématique, qu'il faut des rappels pour les revues, qu'il faut une rigueur pour les différentes étapes de rédaction, de modification, approbation, diffusion. Ça peut être chronophage, mais c'est un budget très faible, c'est une possibilité. J'ai envie de dire, une fois que le processus, la manière dont on gère notre documentation est établie, essayez d'aller vers une solution logicielle quand même, parce que l'intérêt de la solution logicielle, c'est qu'on va automatiser une partie des tâches, Oui. on va gagner en rigueur, on va reproduire des workflows automatisés, et on va gagner beaucoup de temps. Donc, il y a un vrai intérêt à le faire. Maintenant, quel type de solution? Je les ai vus à peu près tous. Dans certaines entreprises, on va créer un système en interne, basé sur SharePoint, basé sur des drives, basé sur différents systèmes, voire un développement complètement personnalisé. Attention à ça, parce qu'il y a deux problématiques qui se présentent. La première, c'est qu'il va falloir des ressources pour maintenir, faire évoluer l'outil. Donc, il faut un service IT, ou si c'est fait par un externe, bah, ça veut dire des budgets fréquentiels, périodiques pour maintenir à jour. Et puis, alors, sur le marché, il y a tout un ensemble de solutions logicielles qui existent. Il y en a beaucoup. C'est leur boulot, c'est efficace. En général, c'est ergonomique et pratique. Donc, je pense que c'est... alors, ça a un budget, oui, mais le temps que ça permet de gagner, le systématisme, pour moi, ça se justifie complètement. Donc, moi, j'ai tendance à recommander une plateforme propriétaire d'un éditeur de logiciel qui va permettre de faire ça, et puis qui va amener d'autres fonctionnalités aussi,
qui va peut-être permettre de compiler des indicateurs plus facilement, de faire des suivis de plans d'action. On va avoir plus de fonctions que juste la gestion documentaire. Ouais. Anthony, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, je regarde les commentaires. Il y a pas mal de personnes qui utilisent SharePoint, effectivement. Ça permet aussi d'avoir une gestion des indices des documents, d'avoir une trace de toutes les modifications. Voilà. Après, bon, si on est chaud en macro sous Excel, on peut faire pas mal de choses aussi, hein, mais là, ça demande une compétence particulière. Effectivement, SharePoint, pas mal. Après, voilà, je rejoins ce que tu as dit, Benoît. Ça veut dire que quand vous êtes dans une entreprise d'une plus grande taille, souvent on développe son propre système de JED. Et dans ce cas-là, on a un process très bien défini et formalisé sur, bah tiens, on doit envoyer notre projet de document à la JED, qui l'intègre. Ensuite, il y a un plan de diffusion. Voilà, et c'est géré par des personnes qui ont cette fonction de gestion documentaire à temps plein dans les entreprises. Oui. Moi, j'ai vraiment, pour l'avoir vécu, l'écueil du développement interne, alors que ce soit SharePoint ou vraiment du code, c'est le maintien dans la durée. Il faut un service IT, il faut des gens qui savent le faire. Et ça, on l'a pas dans toutes les entreprises. Donc, le truc, c'est pas seulement de créer un système, c'est de la gestion de version, c'est de la maintenance, c'est de la gestion de sauvegarde de données. C'est cette partie-là qui va être le tendon d'Achille dans les mois, années qui suivent. Je vois aussi un commentaire de Nelly qui parle de l'environnement Google, de la suite Google. Oui, le pendant de SharePoint, mais pour Google, ça fonctionne aussi. Alors après, je suis pas spécialiste là-dedans, mais voilà, la gestion, la sécurisation des données, où est-ce qu'elles partent, où est-ce qu'elles sont stockées. Donc il y a plein de problèmes autres qui viennent en plus de tout ça. C'est de savoir, voilà, est-ce qu'on est sûr d'avoir des données sécurisées quand on utilise des suites telles que celles de Google. C'est une question où je ne suis pas spécialiste, donc j'irai pas dans le détail, mais c'est une question à se poser. Ouais. On a une question sur quel logiciel, quand on dit logiciel propriétaire. Je vais en citer quelques-uns. Je ne vais pas donner de prix parce qu'en fait, ça dépend de votre besoin. Il y a une grosse variable. Enfin, c'est un projet de mettre en place ce genre de logiciel. Il y a un vrai cahier des charges à mettre en œuvre, c'est-à-dire que combien de documents, quelle complexité des flux de génération de modifs, combien d'utilisateurs, combien de sites, combien de langues. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de paramètres qui fait que donner des tarifs, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ça dépend vraiment du besoin. Par contre, voilà, ceux qu'on retrouve souvent sur le marché, on va avoir Bluecango, on va avoir Calnet, on va avoir Calipro, Simaline, Pix4. C'est ceux qu'on croise le plus souvent. Alors, c'est pas exhaustif. S'il y a des gens de ces sociétés qui nous écoutent, ou des gens que je n'ai pas cités, je m'en excuse d'avance. Factuellement, j'ai cité ceux que moi j'ai croisés le plus régulièrement et sans être moi-même utilisateur, parce qu'en étant indépendant, j'en ai pas besoin. Mais pour l'avoir vu dans les entreprises, ça fonctionne. Super, on passe à la question suivante. Alors, une bonne question. Je suis malade, je vous le rappelle pour ceux qui sont arrivés après, hein, le Covid est en moi. Donc, une grosse question sur le domaine d'application. Alors, la question globale, je crois que je l'ai là, c'est une question de Pablo. Donc, je vais vous la lire, comme ça sera un peu plus clair que là. On a fait juste un résumé de la question. Ma question du jour porte sur le cadrage du périmètre d'application d'un système de management. Peut-on ou doit-on exclure une exigence tout en justifiant de cette exclusion, ou bien doit-on exclure un ou plusieurs processus? Alors, ça fait écho avec la question 2 qu'on a vue sur la cartographie des processus aussi. Et ça fait écho à un commentaire que j'ai vu passer aussi de Nelly qui dit « Attention, si on n'intègre pas tout le monde dans les processus, on risque d'en laisser certains sur le carreau. » Bon, c'est un peu la même chose ici. Alors, le domaine d'application d'un système de management, vous allez le définir en fonction des produits que vous avez. Donc, je vais le faire à deux niveaux. Je vais commencer par l'ISO 9001. En ISO 9001, donc en qualité, vous avez le droit de juger certaines exigences de la norme comme étant non applicables. Le plus typique, c'est le chapitre sur la conception et le développement. Que là, vous pouvez décider de ne pas appliquer puisque vous ne faites pas de conception et développement. Alors moi, je m'arrête là. Perso, je ne vois pas d'autres exigences à exclure que celle-ci. Maintenant, on peut aller plus loin. Je pense que Benoît a son petit avis là-dessus. Ouais,
Alors, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Ça me semble Ouais, être le seul chapitre au final, donc c'est le chapitre 8.3 de l'ISO 9001, qui il y a du sens à l'exclure du moment où l'entreprise n'a pas d'activité de conception. Je précise, c'est pas l'entreprise qui décide de ne pas inclure la conception, c'est qu'elle ne fait pas non, de conception. c'est C'est un ça. site de production. Mm. Après, concrètement, j'en ai vu d'autres. Le chapitre 7.1.5 sur les processus de gestion De surveillance et des moyens mesure. de mesure et de la surveillance dans des activités de service, qui n'avaient tout simplement pas de moyens de mesure, qui ne faisaient pas de mesure, en fait. Bon, ça se discute, parce qu'à partir du moment où on a des indicateurs, on a de la mesure d'une manière ou d'une autre, donc c'est Mm. assez tendancieux pour moi. Et le deuxième que Oui, j'ai vu aussi exclu, enfin non applicable, c'est la propriété des clients, donc le 8.5.3, pour des entreprises dans lesquelles il n'y a pas de matériel ou d'information propriété des clients. Là aussi, le fait qu'il n'y en ait pas aujourd'hui ne garantit pas qu'il n'y en ait pas dans 6 mois, et ça me semble bancal aussi, mais ça existe. Mais je ouais, suis d'accord ouais. avec toi, le plus courant, et qui est courant pour le coup, c'est le chapitre 8.3 sur les activités de conception. Alors, ça, c'est sur la partie dite normative, sur l'applicabilité des exigences. Alors, pour les deux autres normes, hein, si on est sur du QSE en environnement, en sécurité, on ne peut rien exclure comme exigence, hein, tout est applicable. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut intégrer ou enlever, exclure certaines activités, certains processus? Alors, la réponse, c'est oui, on peut le faire. En fonction de quoi? En fonction de vos orientations stratégiques. Si l'entreprise juge qu'une activité entière n'est pas critique et n'intègre pas sa vision à moyen terme, bah, elle peut très bien dire, bah voilà, moi je ne souhaite pas consacrer d'énergie dans la description de ce processus-là. Donc cette activité opérationnelle va être enlevée. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple que je donne souvent à mes étudiants quand je fais des cours. C'est je suis dans une concession automobile et je vends des véhicules neufs et je répare des véhicules d'occasion. Je répare des véhicules. Et puis, je me rends compte que dans ma vision, l'activité de réparation, elle n'est pas importante pour moi. Je n'ai pas d'exigence particulière client, d'attente particulière sur le fait d'être certifié ou d'intégrer ça dans un système de management. Donc, je vais partir du principe que je ne l'intègre pas dans mon système. Donc, je vais me faire certifier seulement pour la vente de véhicules neufs. C'est autorisé. Donc, vous avez le droit de faire ça. Comme vous avez le droit aussi de vous dire, bah, mon système de management, je suis multi-site, il va concerner d'abord ce site-là, puis ensuite les autres. C'est autorisé aussi. Vous pouvez même le faire par gamme de produits ou par secteur d'activité. Vous pouvez très bien dire, bah, moi, je vends des produits pour plusieurs secteurs d'activité, mais je souhaite me faire certifier pour la vente de ces produits dans le secteur aéronautique, dans le secteur BTP, dans le secteur automobile, où vous voulez. Vous avez le droit de faire ça, totalement. Maintenant, il ne faut pas que ce soit en contradiction avec vos enjeux de société. Ah, si jamais le dirigeant dit moi, le but à moyen terme, c'est d'inonder le marché de l'automobile et qu'on se rend compte que votre système de management ne porte pas les produits qui sont vendus pour le marché de l'automobile, on va vous dire mais attendez, il y a une incohérence entre votre vision et le système de management. Donc, est-ce qu'il est vraiment là pour servir votre stratégie? C'est là où il y a un risque. Je Est-ce que suis, tu je voulais suis tout, apporter des précisions? ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je veux bien, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que on définit d'abord un domaine d'application, et tout ce qu'on va mettre en termes d'activité dans le domaine d'application, c'est le périmètre de la certification. Donc, on ne peut pas retirer un processus RH parce qu'on n'a pas Oui. envie, ou un processus achat, ou non. À partir du moment où on est dans le périmètre d'application, on ne le retire pas. Par Alors ça, j'ai contre, une question. Ouais. ouais, Ça, j'ai une vraie question d'un client comme ça. Il me dit, bah voilà, moi je veux me faire certifier, mais seulement pour l'activité de fabrication. Ça veut dire que je veux pas qu'on intègre les RH, je veux pas qu'on intègre les achats. Bah non, c'est pas possible. non. On parle bien de produits opérationnels qu'on peut exclure ou pas, hein. Pas, En pas fait, pour le support. ouais, ce qu'on va Vas-y. exclure, c'est une activité, c'est-à-dire un produit destiné à un marché. Mm. Par exemple, je suis fabricant d'un produit assez transversal générique, de la visserie. Mais je livre des clients tant dans l'aéronautique que dans l'automobile, que peut-être dans le médical. Eh ben, je vais organiser mes activités comme la production, par exemple, pour un atelier dédié au médical, un à l'automobile, un à l'aéronautique. Et sur mes certifications, j'aurai des domaines d'application spécifiques à chaque marché. Ce qui veut dire que mes fonctions support vont toujours être dans le domaine d'application. Par contre, la partie opérationnelle, tant conception que production, ne vont y être que sur ces produits pour ce marché.
Et pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver dans des situations où la superposition d'exigences opérationnelles avec des normes qualité sectorielles peut être très complexe à gérer. Et les exigences de l'automobile, les appliquer en complément des exigences du médical ou de l'agroalimentaire, ça peut vraiment devenir un casse-tête. Donc là, il y a un intérêt de séparer les productions sur des ateliers ou des chaînes de production différentes et de bien délimiter les différents domaines. Par contre, je pense que le plus important sur cette question, c'est pourquoi on voudrait exclure des exigences et pourquoi on voudrait exclure des processus. Si la réponse pour les exigences, c'est de dire bah, on n'est pas très bon, on aura du mal à être conforme, c'est pas une bonne réponse. La vraie réponse, si c'est ça la raison, c'est de trouver le moyen d'être conforme et de s'améliorer. On rend les exigences sur la conception non applicables parce qu'on ne fait pas de conception, pas parce qu'on n'est pas bon en conception. C'est ça l'idée. Exactement. Et sur une entreprise très simple, sur de l'ISO 9001, moi, je pousse mes clients à se faire certifier pour l'ensemble. Alors, se faire certifier ou à mettre en place un système, parce que je vois un commentaire de Nelly qui dit, c'est vrai, le système n'a pas pour seul objectif une certification. C'est clair. Ça veut dire qu'on peut mettre un système de management et pas se faire certifier. Mais pour porter la démarche auprès de l'ensemble des équipes, moi, j'ai tendance quand même à pousser mes clients à intégrer l'ensemble de ces produits, l'ensemble de ces process opérationnels dans l'assertif. D'autant plus quand on est QSE, où là, c'est très difficile d'exclure une activité qui a des risques SST ou environnementaux importants. C'est même impossible. Donc sur une certif QSE, ça va être difficile de jouer sur l'exclusion de process opérationnels, puisque normalement, toute activité contribue aux performances SST ou environnementales. Donc attention à ça. Moi, c'est vrai que dans les conseils que je peux donner, c'est vraiment de tout inclure, quoi, et d'inclure tout le monde. Ouais. On est d'accord, et puis je rebondis sur le commentaire de Nelly qui dit qu'il y a un risque de fonctionnement à 2 vitesses dans l'entreprise. Bah oui, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour que certaines activités soient exclues du domaine. Et je pense que la seule vraie bonne raison, c'est des spécificités liées aux produits, et au secteur et au marché auquel ils sont adressés, et qu'il n'y a pas vraiment d'autres bonnes raisons de le faire. Mais celle-là peut avoir du sens, par contre. Tout à fait. On va passer à la question suivante. Oui. Auriez-vous des techniques pour valoriser le travail QSE effectué auprès des dirigeants? Alors, j'ai beaucoup aimé cette question parce qu'elle est très, très révélatrice, je pense, de la démarche dans laquelle est la personne qui l'a posée. Parce que ma réponse, c'est qu'idéalement, ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Dans les normes, les principales normes ISO, on a le chapitre 5, le 5.1 qui porte sur le leadership de la direction. C'est la direction qui décide la démarche, qui oriente la démarche, qui formalise une politique, qui affecte des ressources, qui qui définit des rôles et des responsabilités. Donc c'est la direction qui va aller demander des comptes aux personnes à qui elle a délégué la coordination de la démarche sur les résultats obtenus par le travail QSE. Donc ça, c'est la théorie, c'est l'idéal, c'est ce vers quoi on devrait tendre. Donc, si on pose la question, c'est qu'on est dans une entreprise où il y a probablement un leadership qui n'est pas là au niveau où il devrait être. C'est la première chose. Alors, comment on peut faire évoluer ça? Plusieurs moyens de le faire. Le premier, c'est d'impliquer la direction dans les activités QSE. Concrètement, on a une exigence de base, c'est la revue de direction. Donc, la direction va être présente en revue de direction. On peut très bien aussi dire, la direction, on l'invite aux revues de processus pour aller voir sur des périmètres restreints comment ça se passe, quels sont les résultats, quelles sont les activités qui sont faites, les risques, les ressources engagées, voire les besoins de ressources. Donc ça, c'est une pratique qui permet vraiment l'appropriation par la direction de ce qui se passe un peu partout, aller faire venir la direction en revue de processus. Autre point, c'est d'aller avec la direction sur le terrain. Tout simplement, aller voir ce qui est fait. Aller emmener la direction au quart d'heure sécurité d'une équipe de prod. Aller accompagner sur un audit interne. Aller faire une visite d'atelier et discuter avec les personnes. Quand vous avez mis une nouvelle pratique en place, allez faire expliquer cette pratique par les personnes qui l'ont mise en place. Là, ça permet de mesurer l'implication, l'appropriation par le personnel sur le terrain. Et puis, la dernière chose pour valoriser, c'est de montrer les gains factuels qui sont obtenus par ce travail QSE. Un dirigeant, en général, n'est pas énormément intéressé par le fait qu'on fait de super démarches, que c'est du super QSE. Non, la démarche, elle doit amener quelque chose. C'est un investissement de temps et de ressources, ça doit générer de l'amélioration et du gain financier, du gain de temps,
de l'augmentation de satisfaction client, de la réduction de coûts de rebut, de la réduction de cotisations, accidents, maladies professionnelles. Et c'est ça qui va convaincre du bien fondé en fait, de l'approche QSE, c'est qu'on ne le fait pas pour la beauté de la démarche, même si on aime ça, on le fait parce que ça marche et que ça amène des gains. Et puis amélioration du... Ouais. Je pense aussi au climat social, je pense aussi à toutes ces problématiques internes. Donc, quand tu parles de satisfaction client, encore plus largement, partie intéressée. Et là, ouais, climat social, les salariés, la fidélisation des employés, d'attirer aussi des nouveaux talents. Donc, il y a toute cette partie-là aussi, en complément de tout ce que tu viens de dire, clairement. Ouais. Mais j'ai eu... Ouais, vas-y. Non, je voulais dire que pour moi, c'est le chapitre le plus critique dans l'ISO 9001 et les 14001, 45001. C'est ce chapitre 5.1, leadership. Enfin, le chapitre 5, leadership, mais surtout le 5.1, leadership de la direction, qui est trop souvent mal compris par les dirigeants et pas abouti. Alors que à partir du moment où ce leadership est clair, où l'attendu en termes de leadership est compris, on a la définition des rôles et responsabilités, on a les ressources, on a le reporting, tout est là, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre derrière. Par contre, quand on ne l'a pas, c'est extrêmement difficile. Donc c'est vraiment quelque chose de critique. Ouais. D'ailleurs, les normes disent bien que la direction est responsable de l'efficacité du système de management. Tout à fait. Donc, c'est noté dans ce chapitre-là. Donc ça, c'est quelque chose à rappeler aussi à la direction, c'est quand elle se lance dans ce genre de démarche, c'est elle qui est responsable de l'efficacité du système de management. Et sûrement pas seulement son responsable QSE. En tout cas, pas que lui. Voilà. Moi, j'ai eu un cas quand même, juste pour imaginer un peu, j'ai eu le cas chez un client où ça change de direction générale et le directeur général n'était pas du tout dans ses démarches qualité, il jugeait que ça servait à rien, que c'était un temps perdu, etc. Et on a vachement échangé ensemble puisque je suis resté plusieurs années dans cette entreprise. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, justement, la direction avait compris l'intérêt et le directeur faisait lui-même des audits internes opérationnels avec une vision très fonctionnelle. Hein. Aucune problématique hiérarchique, c'était accepté par les salariés. Il faisait des audits et il participait à l'amélioration continue au niveau opérationnel. Et ça, je trouve que c'est une victoire quand on en arrive à ça. Complètement, je vais embrayer sur un exemple vécu aussi où le dirigeant, c'est lui qui planifiait, organisait, menait les revues de processus. Et moi qui étais en charge de la coordination du système qualité, j'étais en copie de l'invitation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin que ce soit moi qui pousse, il n'y avait pas besoin que je participe, que je prenne par la main, non. Du moment où le dirigeant a compris l'intérêt, son rôle, l'impact qu'il a en termes de leadership, et le fait que la démarche qualité ou QSE, c'est un outil de management, en fait. Ce n'est pas de la réponse à des contraintes normatives, c'est une manière de piloter des activités. Du moment où le dirigeant a compris ça, il prend une autonomie, il prend le leadership dessus, et les résultats sont incroyables. Ouais. Ah, tiens, j'ai une remarque de Mathieu, directeur de l'entreprise égale auditeur interne de droit. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre. Attention à ne pas faire peur aux audités, quand même. Ouais, voilà. Attention, c'est quand le dirigeant peut le porter et que c'est OK pour les auditer, c'est OK, j'ai envie de dire, c'est OK. Maintenant, attention, l'impartialité, l'indépendance, etc. C'était des audits c'était presque des audits de poste très opérationnels. C'est-à-dire que l'aspect audit système, c'était pas le dirigeant qui le faisait déjà, il n'était pas compétent pour le faire. Il n'avait pas les formations pour. Mais en tout cas, voilà, c'était des sortes de diagnostics flash opérationnels. Et ça, je trouve que c'était pas mal. En tout cas, c'était un point fort de la démarche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette question, c'était une question de Jack Sparrow, hein, pour info. Voilà, cette question-là. J'ai un commentaire de Luce sur lequel j'aimerais rebondir, qui est d'accord avec ce que disait Pauline tout à l'heure, mais dans les faits, le responsable QSE est celui qui tire tout le monde. Eh ben non, en fait. C'est précisément ce qu'on dit. Non, c'est pas lui qui tire tout le monde, c'est la direction qui tire tout le monde. Et le chapitre 5.1 leadership, il est réellement conforme et compris le jour où c'est la direction qui tire tout le monde. C'est la direction qui veut qu'il y ait des revues de processus, qui veut qu'il y ait du traitement de non-conformité. Si les gens ne le font pas,
Ils ont un problème avec la direction derrière parce qu'elle leur a confié cette responsabilité. Et c'est pour ça que c'est important, parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec un responsable QSE qui passe son temps à essayer de convaincre et de tirer tout le monde sans pouvoir hiérarchique. C'est possible, je sais très bien que ça existe, ça fonctionne comme ça dans beaucoup d'entreprises, mais ça demande des artifices, de faire des merveilles à convaincre, à manager transversalement, c'est épuisant et c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est la direction qui a compris son rôle et qui joue réellement son rôle. Ouais, ça, ce serait bien que ce soit comme ça partout. C'est clair que c'est pas le cas partout, et Non, que mais ça, beaucoup de vas-y, vas-y. non, je pense que c'est important pour les responsables qualité QSE, passer beaucoup de temps à convaincre votre direction si elle n'a pas compris. Parce que vous aurez plus de résultats qu'à aller convaincre les autres. C'est vraiment critique. Ouais, non, mais c'est clair. OK, Le temps là-dessus. passe, le temps passe. On va aller sur la question suivante. Alors, quels sont les outils de la qualité ou HSE que vous avez détournés dans votre quotidien de retour d'entreprise? Comment, utilisez-vous ça pour mieux expliquer et démocratiser les démarches et outils QHSE? Alors, la personne qui a posé cette question, c'est Jérémy, qui utilise, plusieurs outils, pour sa vie personnelle, notamment le 5S dans le garage, hein, pour ranger, son garage. Bah, moi, j'utilise beaucoup le je vais dire une bêtise, hein, mais bon, quand je m'engueule avec ma femme, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser l'arbre des causes ou le diagramme d'Ishikawa pour trouver les causes profondes. Mais voilà, ça s'arrête là. Sinon, plus sérieusement, non, je pense pas que j'utilise des outils particuliers, mais c'est vrai que j'ai des formations professionnelles, QSE et notamment HSE. Quand je vais, par exemple, au resto, bah, je vais regarder, les flux, du serveur, ou de la serveuse. Je vais me dire: «Bah, tiens, pourquoi c'est pas optimisé à ce niveau-là?» ou quand je vais rentrer dans un établissement, je vais regarder, les issues de secours, les extincteurs, des choses comme ça. Voilà, c'est plutôt ça, que j'utilise vraiment. C'est une des formations professionnelles, je pense, ouais. Oui, c'est drôle parce que je vais te rejoindre. C'est-à-dire que alors d'abord, est-ce que j'utilise des outils de la qualité dans mon quotidien et ma vie privée? En fait, non. En fait, je suis plutôt un cordonnier mal chaussé à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous voyez mon bureau, c'est pas 5S du tout. Si vous voyez la maison, c'est pas 5S du tout. Je me suis souvent fait la réflexion qu'il y avait un décalage, mais qu'au final, voilà, quand je suis dans la sphère perso, je suis plutôt un intuitif qui fait comme il le sent que quelqu'un d'organisé. Mais ça, voilà, c'est deux sphères différentes. Par contre, là où je te rejoins, c'est que moi, la grosse déformation que j'ai aussi, pour avoir aussi fait du QSE, c'est la perception des risques. Et depuis que j'ai été formé en QSE, que je fais du QSE, je vois plus du tout les risques domestiques de la même manière qu'avant. Et même à la maison, il y a une phrase qui, depuis des années, est rentrée dans le langage quotidien, c'est ça, c'est pas QSE. Et tout le monde est capable de le dire à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a un risque, on sait que c'est pas une bonne idée. Je prends un exemple concret. Changer une ampoule en montant sur un tabouret. On n'a pas le droit de faire ça en entreprise. Parce qu'on va avoir une autorisation de travail en hauteur, une habilitation électrique pour couper le courant. Enfin, ça va être encadré. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Sauf qu'à la maison, bah ouais, on va mettre un tabouret et puis on va aller changer l'ampoule. Eh ben non. Moi, c'est le truc où mon comportement a vraiment changé là-dessus. C'est de voir les risques. Et du coup, c'est bien parce que ça fait de la prévention d'accidents domestiques. Ouais, ouais. Par moment, c'est pénible parce que j'en vois trop. Et surtout avec les enfants, à un moment, il faut les laisser faire des expériences. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, non, mais je me souviens de ma fille un jour on a rencontré un sculpteur et qui lui donne un cutter, un espèce de cutter pour tailler un bout de quelque chose. Et je devenais fou, moi, en voyant ça. Il n'y a pas de gants anti-coupure, mais vous vous rendez pas compte. Alors que non, en fait, ça allait, ça fait partie des expériences de la vie. Ah oui, oui. Et les 5 pourquoi sont pas mal utilisés, hein, j'ai remarqué avec les Ouais, enfants où j'ai vu que j'ai plus le commentaire, mais quelqu'un demandait des actions correctives à ses enfants. ouais. Heu, voilà Gaël. Donc OK, avec analyse des causes, je suppose en amont, hein, pour savoir, comment, éviter la reproduction de ce problème. Donc ouais, je vois 5 pourquoi, évaluation des risques. Ouais, ouais, mais ça, c'est un gros problème, l'évaluation des risques au domicile. C'est clair que, on a une C'est déformation. clair. Et moi, j'assistais à un webinaire de veille réglementaire avant-hier.
et qui a abordé justement les chiffres des accidents du travail mortel en France. Et l'intervenante les a mis en relief avec le chiffre des accidents mortels domestiques en France. Et l'ordre de grandeur est à peine croyable. Il y en a énormément plus au niveau domestique parce qu'on a énormément moins cette démarche de prévention. Donc il y a un intérêt. Prenez vos principes de prévention QSE et emmenez-les à la maison. Pour la petite histoire d'ailleurs, en Allemagne, proportionnellement, il y a 2 fois moins d'accidents mortels domestiques parce qu'il y a des initiatives gouvernementales qui ont été déployées pour favoriser la prévention des accidents domestiques. Donc il y a un intérêt. Je voulais revenir, Anthony, sur l'une ou l'autre question qui sont arrivées. Alors, ça revient un peu sur les questions précédentes, mais je pense que c'est bien de clarifier. Oui, de toute façon, on a fini sur les 6 questions qu'on voulait voir, donc là, on est plutôt sur le rebond. Ouais, on peut rebondir, et puis on a quelques infos à vous donner quand même encore, hein, mais on peut rebondir. On est pas mal dans le timing qu'on s'est fixé, je dois dire. Donc, Janice qui nous dit, on revient sur la partie leadership de la direction. Je viens de faire une revue de direction, on m'a gentiment dit que la priorité est de produire, pas d'auditer les fournisseurs et les processus en interne. Voilà précisément l'exemple d'une direction qui n'a pas compris ce qui est attendu d'elle en termes de leadership. Évidemment que l'entreprise doit produire et doit créer de la valeur pour être rentable, être pérenne et de se développer. Faire les audits contribue à ça. Ça ne l'empêche pas. Ça aide à mieux produire, à plus créer de valeur. Donc, et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et je sais parfaitement que ce n'est pas facile à faire comprendre. Surtout pour des dirigeants qui n'ont pas forcément baigné dans ces démarches de prêt, qui n'en ont pas compris les tenants aboutissants, qui y sont arrivés par la contrainte de certification. Ils ont des clients qui leur ont dit, pour bosser ensemble, maintenant, il faut être ISO. Là, on ne sait pas. Et c'est pour ça que j'insiste encore que faire changer d'opinion le dirigeant, c'est ce qui va faire le plus progresser le système qualité. Quand on est dans lui démontrant que si on avait fait comme ça, on aurait pu éviter, ou de montrer l'intérêt et le gain financier associé à cette démarche-là. C'est un travail de longue haleine. Quand on arrive dans une boîte et que c'est à nous, responsables QSE, de convaincre le dirigeant du bien fondé de la démarche, déjà c'est compliqué. Mais c'est le cas de beaucoup de boîtes, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est de la com, c'est d'essayer de ne pas faire d'artifice avec des choses qui sont très normatives. On essaie d'éviter de parler de QSE pour parler de QSE. On n'emploie pas ces mots-là. On parle de production, on parle de gain, on parle d'amélioration des conditions, mais on ne parle pas de qualité, on ne parle pas de tout ce qui fait peur, en fait, et qui fait qu'on nous catégorise, on nous met dans une case particulière, empêcheur de tourner en rond, pas utile, pas production. Non. Donc, c'est un discours à adopter et c'est une méthode de communication à déployer, à développer, quoi. Si on parle comme une norme, en parlant d'ISO, on peut être sûr que notre interlocuteur ne va pas recevoir le message qu'on veut lui transmettre. Je suis assez convaincu de ça. Abba, qui était au Master Casis il y a 2 ans. Salut Abba. Est-ce que c'est le pilote de processus qui doit réaliser obligatoirement la revue de processus? Alors, je vais clarifier une chose. Il n'y a pas d'exigence de réaliser de revue de processus. Le terme n'est pas présent dans les normes ISO. Il n'y a pas écrit. Et il n'y a pas d'exigence que d'avoir des pilotes de processus non plus, d'ailleurs. Non plus. Donc, maintenant, faire des revues de processus, c'est la pratique la plus courante pour répondre à l'exigence de pilotage. Mais on est totalement libre sur la manière de l'organiser, la fréquence à laquelle on l'organise, les participants. Traditionnellement, les participants, c'est à minima le pilote de processus et le responsable du système de management. C'est très bien d'avoir d'autres personnes, des gens qui interviennent dans le processus, des clients ou des fournisseurs internes, d'autres processus, les principales interactions, et idéalement la direction, parce qu'elle récupère des infos et on peut la solliciter, lui faire comprendre des problématiques, solliciter des ressources. Donc c'est très, très favorable. Tu voulais ajouter quelque chose, Anthony? Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est important d'avoir des pilotes et de les responsabiliser et que ça devienne des porteurs de la QSE ou de la qualité pour leur processus. Donc des mini-responsables qualité QSE. Voilà, ça, c'est ce que j'essaie de faire quand je vais dans des entreprises, mais il n'y a aucune obligation et on s'adapte à la culture. Il y a des boîtes dans lesquelles vous allez, en tant que responsable QSE, animer toutes les revues de processus, ce que je ne trouve pas super génial, mais bon, ça peut arriver. D'autres où le dirigeant va prendre ça pour lui et va le faire. Et d'autres où chaque pilote est indépendant. Donc ça va vraiment dépendre des boîtes. Mais en tout cas, il n'y a aucune exigence, donc on peut faire ce qu'on veut. Oui.
Myriam qui nous dit il faut quand même avoir un pilote dans l'avion. Oui, et ça, c'est votre Ouais. job. Coordination. Donc, effectivement, celui qui va pouvoir coordonner entre les différents processus, s'assurer qu'il y a de la cohérence, de l'homogénéité, de la circulation d'infos, oui, ça, c'est votre job. Par contre, celui qui est le leader, c'est pas vous, c'est la direction. Et ceux qui participent, c'est parce qu'ils ont compris que c'est utile pour eux. Ouais, complètement. Je voulais Nicolas revenir là-dessus, justement. ouais, Ouais. ouais. Sur le commentaire que tu viens de mettre. Je te laisse, vas-y, puisque tu allais dire quelque chose dessus, et puis après. Oui, non, je vois Nicolas qui nous dit d'éviter le jargonnage, c'est la première étape pour aider à l'appropriation, c'est clair et net. Et d'ailleurs, si vous nous suivez sur LinkedIn, vous avez remarqué, on parle comme tous les jours. La communication, le but de la communication, en fait, c'est d'être compris par celui qui reçoit le message. C'est pas de dire ce qu'on a envie ou besoin de dire avec le jargon, le vocabulaire qu'on a envie d'utiliser. Si le but, c'est que l'autre reçoive le message, il faut parler de manière compris par l'autre. Donc, complètement éviter le jargonnage, c'est clair. Dans une entreprise, en général, vous êtes le seul à connaître la norme sur le bout des doigts, la formulation des exigences. N'en parlez même pas. Traduisez en réalité concrète, opérationnelle, et c'est de ça qu'on parle. Ouais, le jargonnage, il est fait pour échanger entre les gens du même secteur, et ça, il n'y a aucun souci à faire ça, hein. Quand on échange entre responsables QSE, entre consultants, on a ce jargon-là, mais sûrement pas de l'utiliser en entreprise, quoi. Mais jamais. Nous, c'est intéressant de le comprendre, ce jargon, d'être à l'aise avec ces terminologies, parce que aussi, lors d'un échange avec un auditeur, je prends l'exemple d'un audit de certif, de montrer qu'on le maîtrise, ce jargon-là, ça permet aussi de se mettre d'égal à égal avec l'auditeur, et on parle du même sujet, quoi. Donc c'est important, je pense, de le maîtriser, mais surtout pas de l'étaler. Voilà. Anthony, l'heure tourne. Je te propose qu'on Ah oui. termine, on arrête les questions. Ouais. Et on va vous parler Alors déjà, on espère que vous avez apprécié ce live, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Michel est d'accord, en tout cas. Ouais. La suite. On vous propose de refaire un live dans un mois, le vendredi 6 janvier, même heure, à 13h. Et ce qu'on propose en termes de sujet, alors c'est des questions qu'on n'a pas traitées aujourd'hui parce qu'elles nous semblaient trop volumineuses pour les caser avec d'autres. Et donc, on vous propose de choisir le sujet du prochain live. On a deux questions qu'on n'a pas répondu aujourd'hui. La première, c'est comment est-ce qu'on met en place un système de management QSE dans une entreprise qui n'a pas la culture QSE? Et j'ai revu passer la question dans les commentaires, donc je pense que ça, voilà, ça intéresse du monde. La deuxième, c'est comment se déroule un audit de certification ISO de A à Z. A, on commence de je signe un contrat avec un certificateur. Z, j'ai un certificat certifié dans la main. Les différentes étapes, les points de vigilance, comment ça s'enchaîne. Troisième proposition, on refait un format comme aujourd'hui. Vous nous posez des questions, on passe entre 5 et 10 minutes par question, on rebondit sur les commentaires. Troisième possibilité. Donc, rassurez-vous, ça c'est le deuxième live. Il y en aura sans doute un troisième après. Oui, sûrement. Je pense qu'on est parti pour en faire quelques-uns. Ouais. Alors, vous avez le lien qui n'est pas cliquable sur le support. Je vais vous mettre dans le chat le lien du sondage. Et puis, de toute façon, on va créer l'événement sur LinkedIn bientôt Oui. aussi pour que vous ayez accès. Oui, et puis ouais, on mettra le lien du sondage sur d'autres posts, ça c'est sûr. Voilà, il arrive dans le chat. Ok. Et donc, 1 minute, il nous reste. Ah, pour être à Pardon. l'heure. Ouais, on va finir à l'heure. Je balayais les derniers commentaires. Merci de nous remercier. À chaud, j'ai adoré ce live. Je trouve ça Ouais, vachement moi fun. aussi, c'est une expérience super sympa. Super. Je vous cache pas qu'on faisait moins les malins en préparant. Surtout moi en train de me moucher. Ouais, Et en plus. voilà. Euh, what else? On Bah, vous what else, remercie. on va vous dire au revoir, il est On 14h termine à pile. l'heure. Vous avez sans Ouais. doute des choses à faire, des dirigeants à les convaincre et des choses comme ça. Donc on vous souhaite plein de Alors tiens, courage. si une question de Romain, est-ce qu'on met à dispo le live en replay? Alors en fait, cet événement, le live, il apparaît sur mon profil LinkedIn comme Ouais. étant un post. Ce qui veut dire qu'il vous suffit d'aller regarder sur mon profil mes activités, mes anciens posts, il va apparaître. Et là, le replay, vous pouvez le consulter sur le post, en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas dire exactement quand est-ce qu'il y sera. Je ne sais pas si c'est instantané, s'il y a un petit temps de traitement de LinkedIn.
Mais je pense que ça ne va pas tarder. À mon avis, c'est une question de quelques minutes, le temps de peut-être traiter le fichier. Eh ben, super. Merci à tous. Merci tout le Merci monde. Anthony. Ouais, bah, merci à toi aussi. Et puis, bah, de Et toute façon, on se puis, revoit le 6 janvier. on se revoit le 6 janvier. Et ah, mais attends, on a oublié quelque chose. Ouais, bon, Comment nous ça. suivre, nous, Anthony et Benoît, si vous appréciez nos posts? Évidemment, enfin nos lives, évidemment, on poste tous les matins. Donc ça, c'est la Ouais. première chose que vous pouvez faire. Et puis après, on a des services, des produits qu'on propose, que vous retrouverez alors soit sur nos profils LinkedIn, soit envoyez-nous un message et puis on répondra avec plaisir. Les 100 conseils que j'ai compilés voilà, avec 10 ans d'expérience, comment on peut être efficace, lire entre les lignes des normes et bien mener une démarche qualité. Possibilité de coaching en tête-à-tête, et puis la newsletter, le rendez-vous de la qualité, dont le premier épisode a été diffusé avant-hier, et qui va voilà, continuer dans les semaines qui viennent, avec une fréquence mensuelle que je vais essayer d'optimiser dans le temps. Anthony, pour te suivre, idem. Bah, il y a mon profil déjà, hein, je j'espère. poste tous les matins comme toi. Et puis sinon, j'ai développé un outil en ligne, un programme en ligne de formation sur la QSE qui s'appelle Coach Me QSE, qui qui centralise les exigences des 3 normes et qui apporte des réponses, à savoir des outils pour chaque chapitre, chaque sous-chapitre de ces 3 normes. Et donc, qui vous permet de vous aider à mettre en place ou à optimiser votre système de management. Voilà. Mais si vous me suivez, vous avez dû voir quelques posts à ce sujet. Merci Pauline, qui trouve que les 100 conseils sont top. Ah, super. Bah, à bientôt. Il nous reste à vous remercier, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit bye bye. À très bientôt. Bye. Salut.